Je m'appelle Sharon Foster, et avec le recul, j'aurais dû me douter qu'il ne fallait pas faire confiance à la chaleur de l'invitation de mon frère. Le trajet entre le Vermont et Riverside, dans le Connecticut, nous avait pris 4 heures. 4 heures pendant lesquelles Maverick a fredonné du classique rock tandis que notre fille, Willa, lisait sur la banquette arrière, le nez plongé dans un vieil exemplaire d'Anne. La maison au pignon vert. 4 heures durant lesquelles notre fils, Jude, demandait toutes les 30 minutes si nous étions enfin arrivés, son excitation à l'idée de voir l'oncle Reed débordant comme un soda resté trop longtemps au soleil. Maverick s'était habillé comme à son habitude, une chemise en chambray souple de chez LL. Béant, un pantalon kaki qui avait connu des jours meilleurs mais qui lui allait parfaitement, et les mocassins en cuir marron qu'il avait fait ressemeler 2 fois parce qu'il prétendait qu'ils étaient, enfin, parfaitement faits à son pied. Ses cheveux poivre et sel étaient légèrement ébouriffés par la route, et il arborait ce sourire serein d'un homme totalement bien dans sa peau. J'avais choisi un simple chemisier en soie crème et un pantalon bleu marine, assorti aux boucles d'oreilles en perles de ma grand-mère. Willa portait une robe Ralph Lauren vintage que j'avais dénichée dans une vente de succession. Un rose tendre avec des broderies délicates, le genre de qualité qui traverse les décennies. Jude portait son polo préféré et un pantalon kaki repassé, ressemblant à un mannequin miniature de catalogue BCBG, bien qu'il ait déjà réussi à froisser le devant au moment où nous nous engagions dans la longue allée, peu après 19 heures. Le manoir se dressait devant nous comme sorti d'un film. Des colonnes blanches brillant dans la lumière du début de soirée, des fenêtres embrasées par l'éclat des lustres et une pelouse entretenue avec la perfection d'un terrain de golf. Des voitures de luxe bordaient l'allée circulaire, des Mercedes, des BMW et une Bentley qui coûtaient probablement plus cher que la maison de la plupart des gens. Waouh, souffla Jude, collant son visage contre la vitre. L'oncle Reed habite ici? Il loue ici, corrigeai-je doucement, bien que mon estomac commence déjà à se nouer d'inquiétude. Maverick ne dit rien, mais je remarquai le léger plissement de ses yeux alors qu'il observait la scène. Ce regard d'observateur qu'il prenait lorsqu'il écrivait, répertoriant les détails. Du moins, c'est ce que tout le monde pensait qu'il faisait. Moi, je savais ce qu'il en était. Mon mari observait toujours, calculait toujours, bien que peu de gens soupçonnent que cet homme tranquille, qui se présentait comme rédacteur indépendant spécialisé dans la nature, soit autre chose que cela. Nous nous garâmes entre une Tesla et une Jaguar. Notre break Volvo, fiable, sûr, âgé de 8 ans, ressemblait au véhicule du personnel. La fête débordait sur la grande terrasse du manoir et sur l'immense pelouse. Des femmes en robe de créateur qui coûtaient probablement ce que nous dépensions en courses en 6 mois, et des hommes dans des costumes si impeccables qu'ils auraient pu couper du verre. L'air sentait le parfum coûteux, le champagne et cette odeur particulière de la richesse. Ce mélange indéfinissable de privilèges et d'exclusivité qui donne aux non-initiés l'impression de respirer un air différent. Nous gravîmes les marches de pierre. La main de Willa trouva la mienne, sa paume était légèrement moite. Elle avait 9 ans et était assez perceptive pour sentir qu'elle n'était pas tout à fait à sa place, même si elle ne l'aurait jamais dit. « Tu es magnifique, ma chérie », lui murmurai-je. Elle serra ma main en guise de réponse. Une coordinatrice, munie d'un bloc-notes et d'un sourire qui n'atteignait pas ses yeux, nous intercepta à l'entrée. « Vos noms, s'il vous plaît ? » Sharon Foster. Voici mon mari, Maverick Miller, et nos enfants. Elle parcourut sa liste, son expression changeant de manière presque imperceptible, pas impolie, exactement, mais plus froide. Ah oui. La famille du Vermont. Par ici. Je sentis la main de Maverick se poser légèrement dans le bas de mon dos, alors que nous la suivions à travers la foule. Nous passâmes devant la zone VIP, une section surélevée de la terrasse offrant la meilleure vue et le meilleur éclairage, avec des grappes intimes de tables de cocktails drapées de lin ivoire. C'est là que j'aperçus Reed, mon jeune frère, tenant salon dans un, plus loin, pour nous présenter fièrement au cercle de sa fiancée. Nous avions fait 4 heures de route. J'avais apporté un cadeau,
une édition originale d'un livre que j'avais trouvé pour Hélène, quelque chose qui, je le pensais, lui plairait. Au lieu de cela, les yeux de Reed brillèrent d'un sentiment que je n'avais jamais vu diriger contre moi auparavant, de l'embarras. Il jeta un coup d'œil aux invités qui l'entouraient, tous parfaitement coiffés, tous rayonnant de cet éclat de nouveaux riches, puis revint vers nous, dans nos vêtements LL. Béant et notre Ralph Lauren vintage. Il ne bougea pas. La coordinatrice nous fit passer devant la zone VIP, devant la zone de placement principale stratégiquement proche du bar et de la piste de danse, et même devant les tables secondaires. Nous finîmes à une table ronde nichée dans un coin près de la porte de la cuisine, où les serveurs passaient en courant avec des plateaux et où la musique était étouffée par le mur. La lumière était plus faible ici. La vue donnait sur l'entrée de service. C'était la marge. « Bonne soirée », dit la coordinatrice, se détournant déjà. Maverick tira une chaise pour moi, ses mouvements étaient calmes. Il aida Willa à s'installer, puis Jude. Lorsqu'il s'assit enfin à mes côtés, il resta silencieux, mais je vis sa mâchoire se crisper, à peine, juste assez. « Maman, pourquoi on est assis à côté de la cuisine ?» demanda doucement Willa. « C'est très bien, ma puce. On peut tout voir d'ici, mentis-je d'une voix enjouée. Mais nous savions tous les deux. Ce placement n'était pas aléatoire, c'était un message. À l'autre bout de la terrasse, Reed riait d'une remarque de l'un de ses invités, sa coupe de champagne levée bien haut. Il ne regarda plus vers nous. Maverick s'adossa à sa chaise, ses doigts tambourinant deux fois contre la nappe. Pour n'importe quel observateur, il semblait détendu, moyennement intéressé par le spectacle. Mais je connaissais ce regard. J'étais mariée à cet homme depuis 12 ans. Il prenait des notes, et les notes de Maverick Miller avaient toujours des conséquences. La fête bourdonnait autour de nous comme une machine exclusive que nous n'étions pas censés comprendre. Les serveurs glissaient devant notre table de coin avec à peine un regard, leurs plateaux orientés vers la section VIP. Des rires flottaient depuis le centre de la terrasse, où Reed et sa fiancée, Hélène, tenaient salon sous des guirlandes d'ampoules Edison qui baignaient tout d'une lueur dorée et flatteuse. Notre coin subissait les débordements fluorescents de la cuisine. Jude balançait ses pieds sous la table, toujours enthousiaste malgré notre exil. « Quand est-ce qu'on mange ? Je meurs de faim. » « Bientôt, mon grand, » dit Maverick en lui ébouriffant les cheveux. Il avait gardé cette attitude décontractée depuis que nous étions assis, mais j'avais remarqué qu'il avait positionné sa chaise avec un léger angle, le mieux pour observer l'ensemble de la fête. L'œil de l'écrivain, disaient toujours les gens. Toujours à l'affût de matériel. S'il savait. Un mouvement attira mon attention. Hélène glissait vers nous, sa robe couleur champagne accrochant la lumière comme du sucre filé. Elle était belle de cette manière calculée, chaque cheveu à sa place, un maquillage appliqué avec une précision chirurgicale, des bijoux qui annonçaient leur prix sans avoir besoin de mots. À 28 ans, elle avait perfectionné l'art d'avoir l'air coûteuse. Elle s'arrêta à notre table, son sourire fixé comme une couronne. « Sharon !» Sa voix portait ce ton particulier de fausse chaleur que j'avais déjà entendu, généralement juste avant qu'une personne ne lance une insulte enrobée de sollicitude. Je suis si ravie que vous ayez pu venir depuis le Vermont. Le voyage a dû être éprouvant. 4 heures, dis-je d'un ton égal. Pas si mal que ça. Eh bien, vous êtes plus courageuse que moi. Je ne pourrais pas imaginer vivre si loin de la civilisation, rit-elle, d'un son cristallin. Mais je suppose que c'est le mode de vie artistique, n'est-ce pas? Reed m'a dit que vous travaillez pour une organisation à but non lucratif. Cela doit être tellement épanouissant. La façon dont elle prononça « épanouissant » sonnait comme un prix de consolation. La main de Maverick trouva la mienne sous la table, son pouce frôlant mes articulations. Un rappel silencieux, laisse-la parler. Ça l'est,
répondis-je simplement. Le regard d'Hélène balaya nos enfants, s'attardant sur la robe de Willa. Et voici sûrement votre fille. Quelle charmante robe vintage. Très désuète. Le sourire de Willa vacilla. À 9 ans, elle ne pouvait pas tout à fait décoder l'insulte cachée dans le compliment, mais elle en sentait le tranchant. C'est du Ralph Lauren, dis-je d'une voix mesurée. Des années 80. Une meilleure qualité que la plupart des choses fabriquées aujourd'hui. Oh, absolument. Le vintage peut avoir du charme. Le sourire d'Hélène s'aiguisa. C'est juste qu'ici, les gens ont tendance à préférer les collections actuelles, vous savez? Celles qui sortent tout juste des défilés. Mais il y a un certain mérite à faire avec ce que l'on a. C'est très ingénieux. Faire avec ce que l'on a. Comme si nous étions à 2 doigts de la friperie par nécessité plutôt que par choix. Un serveur apparut dans la section VIP avec un plateau de canapé. Hélène s'excusa d'un geste gracieux et revint quelques instants plus tard, escortant un petit groupe d'invités vers nous, tel un guide de safari désignant des spécimens exotiques. Tout le monde, voici Sharon, la sœur de Reed. Elle fit un geste vers moi avec sa coupe de champagne. Elle vit recluse dans le Vermont pour trouver l'inspiration artistique et travaille pour une association. Une vie qui est, eh bien, très décontractée, mais sûrement un peu décalée par rapport à notre monde trépidant, n'est-ce pas? Les invités sourirent poliment, leurs yeux glissant sur nous avec un désintérêt exercé. Je pouvais lire le récit qu'Hélène tissait, la sœur qui n'avait pas pu percer dans le monde réel, qui s'était enfuie à la campagne pour jouer à la paysanne, et qui assistait maintenant à des événements comme celui-ci pour se rappeler ce qu'elle avait quitté ou ce qu'elle n'avait pas réussi à accomplir. En fait, dit Maverick d'un ton calme, prenant la parole pour la première fois depuis l'arrivée d'Hélène, Sharon gère des projets complexes avec de multiples parties prenantes et des budgets à 7 chiffres. Le secteur non lucratif exige un rythme soutenu, on met simplement moins l'accent sur les marges bénéficiaires. Son ton était agréable, presque conversationnel. Mais il y avait de l'acier dessous, le genre que la plupart des gens ne remarquaient pas parce que Maverick avait perfectionné l'art de paraître inoffensif. Le sourire d'Hélène ne vacilla pas. Bien sûr. Les associations sont si importantes. Bien que j'imagine que le salaire doit être assez modeste comparé au secteur privé. Mais c'est le sacrifice que l'on fait pour la passion, n'est-ce pas? Elle passa son chemin avant que je puisse répondre, son entourage la suivant comme des canetons. Jude tira sur ma manche. Maman, j'ai vraiment faim. Est-ce que je peux avoir un des trucs qu'il transporte? Le buffet avait été dressé près de la zone VIP, un étalage éblouissant de mets délicats sous des lampes chauffantes. Jude glissait déjà de sa chaise quand Hélène se matérialisa à nouveau, comme invoquée par son intérêt. Oh Jude! Elle s'accroupit à sa hauteur, sa robe se répandant autour d'elle comme de l'or liquide. Je ne suis pas sûre que ces amuse-bouches soient tout à fait pour toi, mon chéri. Pourquoi pas? Demanda Jude, candide. Eh bien, leur foie gras et leur caviar sont des goûts très particuliers. J'ai peur que comme tu n'as pas reçu d'éducation du palais appropriée, tu trouves cela difficile à avaler. Elle pencha la tête avec une sympathie feinte. Écoute, je vais demander à la cuisine de te préparer quelque chose de plus accessible. Que dirais-tu de spaghettis? Ou de poulet frit? Je suis sûre que tu es plus habitué à ça à la maison. L'implication flottait dans l'air comme une fumée épaisse. Votre famille ne connaît que la restauration rapide et les plats simples. Vous n'avez pas votre place à cette table, ni au sens propre, ni au sens figuré. Jude semblait confus. Mais j'aime bien essayer de nouvelles choses, dit-il. Ce n'est pas nécessaire, Hélène. Je me levai, posant ma main sur l'épaule de Jude. Ma voix était basse mais ferme. Les enfants mangeront ici avec leurs parents. Nous apprenons à nos enfants à tout goûter. Ils n'ont pas besoin d'être mis à part. Pour la première fois,
le sourire d'Hélène se fendilla légèrement. Je voulais seulement aider. Nous n'avons pas besoin d'aide. Mais merci. Je guidai Jude pour qu'il se rassoie. Hélène se redressa, son expression se refroidissant de plusieurs degrés. Elle jeta un coup d'œil à Maverick, s'attendant peut-être à ce qu'il me contredise, à ce qu'il s'excuse pour l'entêtement de sa femme. Mais Maverick lui sourit simplement, de ce sourire fade qu'il adressait à tout le monde, agréable, oubliable, totalement impénétrable. C'est vous qui voyez, finit par dire Hélène, même si je détesterais que les enfants soient mal à l'aise. Elle s'éloigna, laissant derrière elle un sillage de parfums chers et de jugements tacites. Le silence tomba sur la table. Willa tripotait sa serviette. L'enthousiasme de Jude était retombé d'un cran. À l'autre bout de la terrasse, Reed restait absorbé dans sa bulle VIP, riant et portant des toasts, ignorant totalement ou volontairement que sa fiancée traitait sa famille comme des citoyens de seconde zone. Maverick se pencha vers Jude. « Et mon grand, tu veux savoir un secret ?» Jude hocha la tête. « La meilleure nourriture dans les fêtes, c'est toujours ce que tu aimes le plus. Peu importe que ce soit du caviar ou des bâtonnets de poulet. Si ça te fait plaisir, c'est ce qu'il y a de meilleur, fit-il avec un clin d'œil. Et entre toi et moi, je préférerais un bon burger à des œufs de poisson n'importe quand. Jude gloussa, retrouvant un peu de son entrain. Mais je vis la façon dont le regard de Maverick suivait Hélène à travers la terrasse, la façon dont sa mâchoire se contractait. Mon mari était beaucoup de choses, patient, observateur, lent à la colère, mais il était aussi farouchement protecteur, et quelqu'un venait d'insulter ses enfants. J'avais le sentiment qu'Hélène n'avait aucune idée de ce qu'elle venait de déclencher. La fête avait atteint son apogée vers 8h moins 10, mais à notre table, j'étais en train d'expliquer à Jude pourquoi il ne pouvait pas avoir un troisième canapé quand je remarquai la chaise vide de Willa. Ma fille s'était éclipsée aux toilettes 10 minutes plus tôt, le nœud dans mon estomac se resserre. Je me lève, cherchant du regard sa tête blonde, son gilet Ralph Lauren vintage. Celui que j'avais trouvé dans une vente de succession, en parfait état, d'une meilleure qualité que tout ce qui se trouvait dans le placard d'Hélène. Puis je la vois. Willa revient vers notre coin sombre, mais quelque chose ne va pas. Ses épaules sont voûtées, ses bras croisés sur elle-même, comme si elle essayait de disparaître. Même d'ici, je vois la rougeur autour de ses yeux, la façon dont elle cligne des paupières trop vite. Elle se laisse glisser sur sa chaise, sans me regarder. « Willa ?» Je m'approche, en baissant la voix. « Chérie, qu'est-ce qui s'est passé ?» Elle secoue la tête, la mâchoire serrée. C'est là que je comprends que c'est grave. Willa ne pleure pas facilement. Elle me ressemble trop, gardant tout en elle jusqu'à ce que ça craque. « Ma puce, parle-moi. » Sa voix sort étranglée, à peine un murmure. « Est-ce qu'on peut rentrer à la maison ?» Mon cœur se brise. Qu'est-ce qui s'est passé? Des enfants. Elle déglutit avec peine. Il y avait ces filles près des toilettes. Elles avaient peut-être 12 ou 13 ans, et elles ont montré mes chaussures du doigt. Je regarde ses pieds. Les ballerines en daim, taupe doux, silhouette classique, usées mais bien entretenues. Je les avais achetées dans une boutique vintage du Vermont parce que c'était de la vraie qualité. Le genre qui dure, disait-il. La voix de Willa se brise. Elles ont dit que je portais des chaussures de pauvre. Elles ont demandé si on les avait trouvées dans un bac de dons parce qu'elles avaient l'air vieilles. La rage qui m'envahit est fulgurante et brûlante. Ma fille de 9 ans, ma fille sensible et brillante qui lit 3 niveaux au-dessus de sa classe et fait du bénévolat au refuge pour animaux tous les week-ends, moquée pour ses chaussures. Je tends la main vers elle, mais avant que je puisse dire quoi que ce soit, j'entends le claquement de talons sur le marbre. Hélène se matérialise à notre table comme un requin sentant le sang. « Oh mon Dieu, tout va bien ?» Sa voix dégouline d'une fausse inquiétude, assez forte pour attirer l'attention des tables voisines. Plusieurs invités se tournent vers nous,
leur coupe de champagne suspendue. Nous allons bien, dis-je sèchement. Vous êtes sûr? Parce que Willa a l'air bouleversée. Hélène penche la tête, son expression est un masque de sympathie exercée. Il s'est passé quelque chose? J'ouvre la bouche, mais Willa parle la première, d'une petite voix. Des filles se sont moquées de mes chaussures. Le regard d'Hélène descend vers les ballerines en daim de Willa, et je le vois, ce micro-instant de satisfaction avant qu'elle ne reprenne un air de compréhension. Oh, ma chérie. Elle s'accroupit, se mettant à la hauteur des yeux de Willa dans une parodie de compassion. Tu sais, les enfants ici sont élevés différemment. Leurs parents sont des chefs d'entreprise, des philanthropes. Ces enfants sont préparés pour Yale, pour Harvard. Ils ont des critères très raffinés. Mes doigts se crispent en poing sous la table. Hélène continue, prenant un ton professoral. Honnêtement, Sharon, je m'en inquiétais. Les enfants. Ils n'ont pas l'habitude, enfin, d'être dans des environnements comme celui-ci. Vivre si isolés là-haut dans le Vermont, sans exposition régulière aux cadres sociaux appropriés. Elle soupire, secouant la tête. Cela provoque un choc culturel. Ils ne comprennent pas ce qu'on attend d'eux. Les mots flottent dans l'air comme du poison. Elle ne défend pas Willa, elle défend les harceleurs. Peut-être la prochaine fois, dit Hélène en se relevant et en lissant sa robe, pourriez-vous mieux les préparer? Vous assurer que leurs vêtements sont plus appropriés pour l'occasion? Cela éviterait à tout le monde d'être mal à l'aise. La foule observe maintenant. Je sens leurs yeux sur nous, sur mes enfants, nous jugeant. L'insinuation d'Hélène est on ne peut plus claire. C'est ta faute, Sharon. Tu as amené tes enfants bouseux dans un endroit où ils n'ont rien à faire, tu les as habillés comme des cas sociaux, et maintenant tout le monde est gêné. Je tremble. J'ai envie de hurler, de lui dire exactement ce que je pense d'elle et de ses critères raffinés, de la traîner dehors mais je suis figée. Parce que Reed est là, quelque part dans cette foule, et c'est mon frère. Mon seul frère. Si je fais une scène, si je sème le chaos à sa fête de fiançailles, c'est moi qui serai la méchante de l'histoire. Je me lève brusquement, ma chaise raclant le sol. Le sourire d'Hélène s'élargit. Victorieuse. Elle pense avoir gagné. Puis Maverick se lève. Le changement en lui est immédiat et terrifiant. L'homme doux et discret qui a passé le dîner à manger tranquillement ses pâtes a disparu. L'air autour de lui semble chuter de 10 degrés. Il se tient de toute sa hauteur, bougeant avec cette sorte de précision contrôlée qui pousse les gens à reculer instinctivement. Il ne dit pas un mot. Il reste simplement là, une main ajustant le bouton de sa veste de costume qui lui va comme si elle avait été peinte sur lui, et le silence se propage comme des rides sur l'eau. Les conversations s'éteignent au milieu des phrases. Les verres cessent de tinter. Maverick ne regarde pas Hélène. Il me regarde. Ses yeux bleus sont calmes, froids et totalement concentrés. Il y a une question en eux, une question que nous nous sommes posée 1000 fois en 17 ans de vie commune. Tu en as eu assez? C'est le même regard qu'il m'a lancé le jour où je lui ai parlé du harcèlement à mon ancien travail. Le même regard avant qu'il ne passe discrètement un coup de fil qui a entraîné un contrôle fiscal pour mon ancien patron. Maverick ne fait pas de menaces. Il n'en a pas besoin. Je pense aux yeux rouges de Willa. À la confusion de Jude quand il n'a pas pu avoir un burger. À notre éviction dans un coin sombre pendant qu'Hélène parade dans une robe qui coûte plus cher que nos courses mensuelles. Je pense à mon frère, pour qui j'ai fait 4 heures de route, et qui n'est pas venu une seule fois voir comment nous allions. Je regarde Maverick et j'approuve d'un signe de tête. La décision est prise. Le sourire d'Hélène vacille lorsqu'elle réalise que quelque chose a basculé. Elle fait un petit pas en arrière, ses yeux faisant la navette entre nous, soudain incertaine. L'expression de Maverick ne change pas. Il se penche,
aidant Willa à descendre de sa chaise avec une infinie douceur, puis fait de même pour Jude. Nous partons, dis-je, ma voix est désormais ferme. Et à cet instant, avec la force silencieuse de mon mari dans mon dos et les mains de mes enfants dans les miennes, je choisis leur dignité plutôt que la fête de mon frère. Je nous choisis. Plusieurs conversations à proximité cessent. Je sens l'attention se déplacer vers nous, les murmures commencer. L'incertitude d'Hélène s'évapore instantanément, remplacée par un triomphe à peine dissimulé. Elle se redresse, son sourire ultra brillant revenant en force. Vous savez quoi? Je pense que c'est probablement la décision la plus intelligente que vous puissiez prendre en ce moment. Sa voix porte, se projetant vers l'auditoire croissant d'invités qui prétendent ne pas regarder. C'est ma maison, après tout. Celle de Reed est la mienne. Je dois maintenir une certaine image pour nos partenaires commerciaux, nos investisseurs. Enfin. Elle insiste sur ces derniers mots, les laissant tomber comme des pierres. Ma maison. Ma maison. Ma maison. La revendication flotte dans l'air, territoriale et absolue. Elle ne se contente pas de nous congédier, elle nous expulse de son domaine. Comme si nous étions des intrus qui avaient abusé de leur accueil. Je ramasse le petit sac de Willa quand je le saisis, un éclair sur le visage de Maverick. Pas de la colère. Pas de l'indignation. Un sourire en coin. Il disparaît en un instant, si rapide que je pense presque l'avoir imaginé, mais je connais mon mari. J'ai vu cette expression exactement 3 fois dans notre mariage. Une fois avant qu'il ne négocie une rachat hostile, une fois avant qu'il ne démantèle systématiquement un concurrent qui tentait de débaucher toute son équipe de direction, et une fois avant qu'il ne surenchérisse face à un oligarque russe pour une propriété à Manhattan, juste pour le principe. C'est le regard d'un homme à qui on vient de donner exactement ce qu'il voulait. Sharon? Sharon? La voix de Reed transperce le murmure de la foule. Il fend le groupe d'invités, le visage rouge et confus, sa cravate de travers. Il a l'air fatigué, de cette fatigue profonde qui vient du fait d'avoir essayé de sauver les apparences toute la soirée. Qu'est-ce qui se passe? Il arrive à notre table, les yeux naviguant entre Hélène et moi. Pourquoi vous partez déjà? Hélène change immédiatement de registre, portant la main à sa poitrine dans un geste d'innocence blessée. Oh, Reed, chérie, ce n'est pas. Je veux dire, Sharon a dit qu'elle voulait partir. Je pense qu'elle n'est tout simplement pas à l'aise ici. L'ambiance n'est pas vraiment. Elle s'interrompt délicatement, le laissant deviner la suite. L'implication est claire, ta sœur ne cadre pas avec notre milieu. Le visage de Reed se décompose de culpabilité et de confusion. Sharon, je suis tellement désolée. Je ne voulais pas que tu te sentes. Il passe une main dans ses cheveux, les ébouriffant de stress. Peut-être que tu devrais ramener les enfants à l'hôtel? Qu'ils se reposent? Vous devez être fatigué par la route et... Il s'excuse auprès de moi pour le comportement d'Hélène, et il n'en a aucune idée. Mon frère, debout dans ce grand hall de manoir entouré de cristal, de marbre et de fleurs importées, croit réellement qu'il habite ici, croit que c'est sa maison, sa fête, sa vie. Il n'a aucune idée que chaque meuble sur lequel il se prélasse, chaque pièce où il reçoit, chaque centimètre de ce partenariat avec Hélène n'existe que parce que Maverick a décidé d'être généreux il y a 3 ans. Reed pense qu'il est l'hôte, le maître de maison. En réalité, il est un locataire dont le bail est sur le point d'expirer. C'est bon, Reed, dis-je doucement, en passant mon bras autour des épaules de Willa. On va vous laisser. Non, non, ça ne va pas. Il est troublé maintenant, conscient que les gens regardent, que cela ne donne pas une bonne image. Vous avez fait tout ce chemin. Je voulais que vous soyez là. Reed, mon chéri. Hélène lui touche le bras, sa voix est douce comme le miel. Laisse-les partir. Sharon veut manifestement s'en aller,
et nous avons des invités à recevoir. Les Castellano posaient des questions sur le calendrier d'investissement, et elle l'entraîne au loin, détournant son attention comme elle le fait toujours. Les épaules de Reed s'affaissent, vaincues. Il me lance un dernier regard désolé avant de se laisser reconduire vers le centre de la fête, vers les lumières, les rires et les gens qui comptent dans le monde d'Hélène. Maverick est silencieux à mes côtés, aidant Jude à mettre sa veste avec un soin méthodique. Mais je le vois encore, ce minuscule tressaillement au coin de sa bouche quand Hélène a dit « Ma maison ». « Maverick » murmurai-je alors que nous nous dirigeons vers la porte. « Pas encore » dit-il doucement. Sa voix est calme, presque agréable, mais il y a quelque chose dessous, quelque chose qui me fait dresser les poils sur la nuque. Nous sommes presque dans le hall quand la voix d'Hélène retentit derrière nous, claire et théâtrale. Bonne route. Et Sharon, peut-être que la prochaine fois, vous pourriez nous demander des conseils pour les vêtements des enfants? Je connais quelques boutiques merveilleuses qui ne sont pas trop chères. Le rire qui suit est poli mais bien présent. Plusieurs invités observent ouvertement maintenant, coupe de champagne à la main, divertis par le spectacle. La main de Willa se serre dans la mienne. Maverick s'arrête de marcher. Il ne se retourne pas, ne réagit pas visiblement. Mais quelque chose change dans l'air, une modification de la pression, comme juste avant qu'un orage n'éclate. Il plonge la main dans la poche de sa veste et en sort son téléphone. Le mouvement est décontracté, sans hâte. Il tapote l'écran quelques fois, faisant défiler quelque chose. En fait, dit-il, sa voix portant sans effort à travers le hall de marbre. Avant que nous partions, il y a quelque chose que je dois discuter avec Reed. La pièce devient silencieuse. Le sourire d'Hélène se fige. Je vous demande pardon? Maverick se tourne enfin, et le regard sur son visage est agréable, professionnel, l'expression de quelqu'un sur le point de discuter d'un détail mineur de contrat. Reed? Appelle-t-il. Pourrais-tu venir ici un instant? C'est au sujet de la maison. Mon frère émerge à nouveau de la foule, l'air cette fois totalement déconcerté. La maison? Qu'est-ce qu'il y a? Le bail, dit simplement Maverick. Je voulais te donner ton préavis en personne, puisque nous sommes tous réunis. Reed cligne des yeux. Préavis? Quel préavis? Et voilà, le piège se referme. Le bruit de la fête sembla s'estomper en un bourdonnement sourd alors que Maverick s'avançait. Il y avait quelque chose de différent en lui maintenant. L'écrivain calme et aimable avait disparu, remplacé par quelqu'un qui bougeait avec l'assurance d'un homme ayant passé des décennies dans des salles de conseil, là où des millions changent de main d'une simple signature. Reed, dit Maverick, sa voix basse mais empreinte d'une autorité qui fit se détourner plusieurs invités proches. Te souviens-tu du nom de la société mère sur le bail que tu as signé? Mon frère sia, la confusion remplaçant l'embarras qui se lisait sur son visage quelques instants plus tôt. Quoi? Pourquoi ça maintenant? Réponds simplement à la question, dit Maverick d'un ton patient mais implacable. Reed fronça les sourcils en cherchant dans sa mémoire. Je crois que c'est Tyronwood Holdings. Honnêtement, je ne me souviens pas des détails. J'ai juste signé via l'agent il y a 3 ans. Il y a un problème avec la gestion immobilière ou autre chose? Le coin de la bouche de Maverick tressaillit. Pas tout à fait un sourire, mais presque. Il sortit son téléphone avec une lenteur délibérée, fit défiler l'écran un instant, puis tourna l'écran vers Reed. Lis. À haute voix. Reed se pencha, plissant les yeux vers le texte illuminé. Ses lèvres bougèrent silencieusement d'abord. Puis sa voix émergea, tremblante et confuse. Directive interne, datée d'avril 2020. V. Miller, président. Objet, exception compte Foster. Il s'arrêta, son visage devenant livide.
Approuver l'exception pour le dossier résidentiel de Reed Foster. Geler les tarifs de location de 2020 indéfiniment, indépendamment des ajustements du marché. Toute différence entre le tarif gelé et la valeur actuelle du marché doit être imputée au compte d'ajustement caritatif familial du président. Le silence qui suivit fut absolu. Même le quatuor à cordes sembla pressentir qu'un événement monumental se produisait et laissa la musique s'éteindre, plongeant la terrasse dans une immobilité mortelle. Je ne. La voix de Reed se brisa. Qu'est-ce que ça veut dire? Hélène était restée totalement immobile à ses côtés, sa coupe de champagne figée à mi-chemin de ses lèvres. J'observais la compréhension poindre sur son visage. Lentement d'abord, puis d'un seul coup, comme de la glace qui se fissure sur un étang gelé. Cela veut dire, dit Maverick, sa voix portant clairement à travers l'assemblée soudain muette, que le mode de vie luxueux dont tu profites depuis 3 ans a été subventionné. Fortement subventionné. Le prix du marché pour cette propriété est actuellement de $4,200 par mois. Tu paies $2,800, le tarif gelé de 2020. Cela représente une différence de $16,800 par an. Sur 3 ans, cela fait $50,400 de charité effective. Reed recula comme s'il avait été physiquement frappé. Non. Non, ce n'est pas. Je peux me payer cet endroit. Je gagne bien ma vie. Tu as un bon salaire, corrigea Maverick doucement. Mais tu n'es pas riche, Reed. Tu es ce que les conseillers financiers appellent un Henry Earner, Autrichiette, aux revenus, pas encore riche. Tu dépenses tout ce que tu gagnes pour essayer de maintenir une image qui dépasse tes moyens réels. Sans cette subvention, tu ne pourrais pas te permettre cette adresse. Tu ne pourrais certainement pas te la permettre tout en finançant ces vacances en Europe, la location de cette voiture de luxe et l'adhésion au country club qu'Hélène exigeait. Je vis le visage de mon frère se décomposer. Je le vis réaliser que chaque remarque méprisante qu'Hélène avait faite sur les gens qui ne comprennent pas la qualité, chaque commentaire sarcastique sur le fait de connaître sa place dans le monde, tout cela reposait sur une fondation précaire faite de charité. La charité de l'homme dont elle s'était moquée toute la soirée. Maverick se tourna vers Hélène, dont le visage était passé de sa morgue habituelle à quelque chose de brut et d'exposé. Vous avez raison sur un point, Hélène. La classe ne peut pas se simuler. La vraie classe, ce n'est pas les étiquettes de créateurs, ni savoir quelle fourchette utiliser, ni s'assurer que tout le monde voit votre montre de luxe. La vraie classe, c'est le caractère. C'est la façon dont vous traitez les gens quand vous pensez qu'ils ne peuvent rien faire pour vous. Il marqua une pause, laissant ces mots faire leur chemin. Autour de nous, les invités restaient transis, leurs cocktails oubliés. La classe dont vous êtes si fiers depuis 3 ans, cette adresse, ce mode de vie, ce rang social, tout cela a été financé par la charité de ma famille. Chaque fois que vous méprisiez quelqu'un parce qu'il portait du LL. Béant au lieu de Louis Vuitton, chaque fois que vous jugiez la valeur de quelqu'un par ses vêtements ou sa voiture, vous le faisiez depuis une position que vous n'aviez pas réellement acquise. Vous viviez dans une élégance d'emprunt. La coupe d'Hélène glissa de ses doigts, se brisant sur le sol de marbre. Personne ne bougea pour ramasser les débris. Maintenant, continua Maverick, et sa voix prit le ton net et professionnel que je ne lui avais entendu utiliser que lors des rares appels professionnels qu'il ne pouvait éviter. En tant que président et actionnaire majoritaire d'Ironwood Holdings, je t'informe formellement, Reed Foster, que j'exerce mon droit de non-renouvellement tel qu'énoncé à l'article 12, paragraphe 3 de ton contrat de bail. Ton bail actuel expire le 30 du mois prochain. Tu as exactement 30 jours pour trouver un autre logement correspondant à ton budget réel. La procédure de reprise de possession du bien se déroulera conformément à la loi de l'État du Connecticut et aux termes de ton contrat. Maverick, je t'en prie. La voix de Reed se brisa. Tu ne peux pas simplement. Je ne t'expulse pas, dit Maverick, et il y avait presque de la gentillesse dans sa voix désormais.
Ce serait cruel et inutile. Je décline simplement le renouvellement de ton bail au terme naturel du contrat, ce qui est mon droit légal en tant que propriétaire. 30 jours sont amplement suffisants pour trouver un logement approprié. Je te suggère de regarder les nouveaux lotissements près de la route 7. C'est charmant. Il y a de bonnes écoles à proximité. C'est bien plus en phase avec ta tranche de revenus réels. Il rangea son téléphone dans sa poche. Ces mêmes poches de pantalon kaki qu'Hélène avait moqué plus tôt pour leur côté tragiquement banlieusard, et prit ma main. Quant à la question de savoir à qui appartient cette maison, dit-il en jetant un regard à Hélène qui ressemblait à de la pitié, je pense que nous l'avons établi de manière définitive. Mais ne vous inquiétez pas, il vous reste 30 jours pour en profiter. Je vous suggère d'en tirer le meilleur parti. La foule s'écarta tandis que nous nous dirigions vers la porte, chacun soudain très intéressé par ses chaussures, sa boisson ou n'importe quoi d'autre pourvu de ne pas croiser notre regard. Je sentais leurs yeux dans notre dos, je pouvais presque entendre les recalculs mentaux, alors qu'ils réévaluaient tout ce qu'ils avaient supposé sur ce couple tranquille aux vêtements pratiques. À la porte, Reed nous rattrapa, le visage baigné de larmes. Maverick, je ne savais pas. Je te jure que je ne savais pas que tu étais. Maverick s'arrêta et se retourna. Sa main vint se poser sur l'épaule de Reed, pas méchamment, mais avec fermeté. Je sais que tu ne savais pas. C'était intentionnel. Mais Reed, tu dois comprendre une chose. Ta valeur en tant que personne n'a rien à voir avec cette adresse, cette voiture ou tout le reste. Quand tu auras compris où se situe ta véritable valeur, quand tu pourras la voir en toi sans avoir besoin de ces accessoires coûteux pour la prouver, alors nous parlerons. Vraiment. Mais d'ici là. Il ne finit pas sa phrase. Il n'en avait pas besoin. L'air frais de la nuit frappa mon visage alors que nous sortions, et j'inspirai une grande bouffée d'air qui me parut être la première véritable respiration depuis des heures. Derrière nous, le manoir brillait d'une lumière chaleureuse, mais cette chaleur était trompeuse. Je sentais encore le froid du jugement qui avait imprégné chaque recoin. La main de Willa serra la mienne alors que nous marchions vers la voiture. « Maman, on part sans dire au revoir ?» « Parfois, lui dis-je, le meilleur des adieux consiste simplement à s'en aller la tête haute. » Jude sautillait presque, sa tristesse de tout à l'heure oubliée dans l'excitation de cette sortie spectaculaire. Papa était trop classe. Vous avez vu la tête de tante Hélène ? On aurait dit qu'elle avait avalé un citron. Jude, dis-je, mais il n'y avait aucun reproche réel dans ma voix. Maverick déverrouilla la voiture, notre Volvo break pratique, vieille de 8 ans, et nous montâmes tous. Alors qu'il démarrait le moteur, je jetai un dernier regard au manoir. À travers les hautes fenêtres, je voyais des silhouettes s'agiter, se rassembler, sans doute pour disséquer tout ce qui venait de se passer. Reed se tenait sur les marches du perron, Hélène était invisible. J'ai presque de la peine pour lui, murmurai-je. Ne sois pas désolé, dit Maverick en quittant l'allée circulaire. C'est la chose la plus gentille que je pouvais faire pour lui. Il vivait dans un fantasme, et les fantasmes finissent toujours par s'arrêter. Mieux vaut y mettre fin maintenant, selon nos termes, plutôt que de le laisser s'écraser encore plus violemment plus tard. Nous roulâmes en silence pendant quelques minutes, laissant derrière nous la perfection manufacturée de Riverside. Puis la petite voix de Willa s'éleva de la banquette arrière. « Papa ? Est-ce qu'on est plus riche que mademoiselle Hélène ?» Je me tournai sur mon siège pour la regarder. Sous les lampadaires qui défilaient, son visage était pensif. Ni fière ni arrogante, elle essayait juste de comprendre. « Pourquoi tu ne l'as pas dit plus tôt ?» continua-t-elle. « Quand elle était méchante sur nos vêtements. » Maverick capta son regard dans le rétroviseur, et je revis ce sourire doux dont j'étais tombée amoureuse il y a toutes ces années. « C'est une excellente question, ma puce. Voilà le secret. Être riche,
ce n'est pas frimer ou s'assurer que tout le monde sache combien d'argent on a. Ce n'est certainement pas crier sur les serveurs ou faire en sorte que les gens se sentent petits. Il s'arrêta à un feu rouge, prenant le temps de se retourner pour regarder les deux enfants. La vraie richesse, la richesse authentique, c'est d'avoir le pouvoir de protéger sa famille et de remettre les choses à leur place sans avoir besoin de hausser la ton. C'est d'être assez sûr de qui l'on est pour ne pas avoir besoin de l'approbation des autres. Aujourd'hui, j'ai donné à mademoiselle Hélène une leçon de respect, quelque chose que tout son argent et ses vêtements de marque ne pourront jamais lui acheter. Mais elle a été tellement méchante avec toi, dit Willa d'une voix menue. Elle a dit que ta veste était tragique. Elle l'a dit, admit Maverick en se remettant face à la route alors que le feu passait au vert. Et tu sais quoi? C'est effectivement une veste LL. Béant qui a 10 ans. Les coudières sont élimées, et ce n'est probablement pas ce qu'on appelle être à la mode. Mais elle est confortable, elle me tient chaud, et elle me rappelle qui je suis vraiment sous les costumes de travail et les réunions de direction. Parfois, la chose la plus chère que l'on puisse porter, c'est l'authenticité. Jude, qui était resté inhabituellement silencieux, demanda soudain, qu'est-ce qui va arriver à l'oncle Reed et à tante Hélène? Je réfléchis attentivement à la question. Ils vont devoir apprendre à voler de leurs propres ailes. À construire une vie basée sur ce qu'ils possèdent réellement, pas sur ce qu'ils prétendent avoir. Est-ce que l'oncle Reed ira bien? Demanda Willa. Finira par aller bien, répondis-je, et je le croyais. Votre oncle est intelligent et capable quand il n'essaie pas désespérément d'impressionner la galerie. C'est peut-être le signal d'alarme dont il avait besoin. Quant à Hélène, commençai-je, incertaine. Elle a fait ses choix, conclut Maverick calmement. Nous en faisons tous. Et ensuite, nous vivons avec. Les lumières de Riverside s'estompèrent derrière nous, laissant place à des routes plus sombres, des arbres plus anciens. Le Connecticut authentique qui existait au-delà de la perfection artificielle des enclaves de nouveaux riches. Nos phares perçaient l'obscurité grandissante, nous ramenant chez nous, non pas vers un manoir nécessitant un fonds fiduciaire pour être entretenu, mais vers notre ferme du Vermont, avec ses planchers qui grincent, ses courants d'air et son potager où nous faisions pousser de vrais légumes. Willa bâilla, sa tête retombant sur l'épaule de Jude. Dans le rétroviseur, je regardais mes enfants s'installer dans le silence confortable d'un retour nocturne, le drame s'effaçant déjà de leur esprit. Ils se souviendraient de cette soirée, je le savais, mais pas comme d'un traumatisme. Comme d'une leçon. La main de Maverick trouva la mienne sur la console centrale, ses doigts calleux d'écrivain s'entrelaçant aux miens. Nous n'avions pas besoin de parler. Nous avions traversé la tempête ensemble, protégé nos enfants, et nous étions repartis avec notre dignité intacte. Nous n'avions pas gagné parce que nous avions plus d'argent. Nous avions gagné parce que nous savions qui nous étions, et aucun jugement de la part de gens vivant au-dessus de leurs moyens ne pouvait changer cela. La voiture nous emportait dans la nuit paisible, laissant derrière elle la façade scintillante d'une élégance d'emprunt, pour nous diriger vers quelque chose de vrai.